Ceci est pour vous aider à résoudre les problèmes. J'espère que vous n'en avez pas trop, mais ils continuent de surgir et voir toutes les raisons pourquoi, et afin que vous puissiez voir plus clairement ce que vous pouvez faire pour aider. Parfois, elles ne sont pas une source d'inquiétude. Parfois, elles le sont. Je commence donc ici avec des plants de courges que j'ai plantés tous en même temps, il y a 5 semaines, sur des tas de compost différents. J'avais cela, c'est du compost que j'achète. Donc je l'ai fait livrer et vous pouvez voir que les plants de courges ont tous l'air assez différents pour les raisons que j'expliquerai. Donc le plus fort ici est sur le bord d'un tas de compost de déchets verts en fait. Mais il prend également racine dans le tas derrière lui qui est du fumier de vache. Quand il y a donc beaucoup de nutriments, tant mieux, il n'y a pas de pénurie de nourriture ici. Mais ce qui est également bien avec le compost de déchets verts, c'est qu'il est assez vieux. Cela fait 1 an que je l'ai fait livrer. Souvent, lorsque vous l'achetez, si vous en achetez beaucoup, il est encore chaud. Si c'est chaud, ce n'est pas du compost fini et la croissance des plantes ne sera pas optimale. Celui-ci est bon. En creusant, vous pouvez voir quel beau compost c'est. Et je vois pas mal de racines de plantes comme ça. Au bas de ce tas, on trouve également de nombreux vers. Donc, en comparaison, l'extrême opposé absolu est cette plante là-haut sur le tas, qui est du compost de champignons. Et ce n'est pas pour dire que le compost de champignons est mauvais, seulement que lorsque ce compost de champignons est arrivé, il était chaud. Et c'était il y a 6 semaines, 7 semaines, et il faisait 60 degrés Celsius. Je l'ai vérifié avec mon thermomètre, qui indique actuellement 30. Le tas est maintenant presque entièrement composté. Et en fait, il y a pas 2 plantes que j'ai mises sur le côté du tas. Et vous pouvez voir qu'elles se portent beaucoup mieux que celles du milieu, qui, quand les gens parlent de racines qui brûlent, ça ne signifie pas normalement qu'elles sont cuites par la chaleur. Plus que le processus de compostage, le processus de chaleur ou le processus de décomposition, je devrais dire, retire des nutriments des racines des plantes. Et pour moi, c'est ce qui se passe là. Je ne pense pas que cette plante va produire une courge. Celle-ci le fera certainement. Et vous pouvez aussi voir une jolie plante à l'orée du tas de fumier de vache. Donc, c'est en fait broyé étrangement, mais c'est essentiellement du fumier de vache et de la paille qui était encore chaud quand il est arrivé. Le mettre sur le bord a donc aidé à s'en éloigner. Et oui, je suis assez confiant en voyant cela. Et il y a une autre chose que j'ai faite ici, c'est cette pomme de terre que j'ai plantée ici il y a seulement 5 jours, en fait, à partir d'un autre tas. Je m'en sers pour contrôler l'aminopyralide, un désherbant redoutable. Vous pouvez voir une vidéo que j'ai mise en ligne à ce sujet. C'est devenu assez courant, et cela peut se produire dans des tas de compost, dans n'importe lequel de ces éléments. Cela pourrait être présent. Et si vous faites pousser une pomme de terre, et j'ai aussi une tomate qui pousse là-bas dans le compost de champignons pour la même raison, elles sont très sensibles et vous verriez les nouvelles feuilles au milieu de ces plantes ou à l'extrémité de croissance se recourber vers l'intérieur. Et c'est l'indication, si vous la voyez, que le poison est là-dedans. Voici une belle plante de pommes de terre en bonne santé. La plante de tomate est aussi en bonne santé. C'est donc rassurant avant que je ne répande ce compost dans le jardin. Et je vais aussi vous montrer le compost de champignons. On ne le voit pas trop en regardant la surface. Si je fais un petit trou, vous pouvez voir que c'est un assez bon compost, en gros. Cela se transforme en bon compost, mais ce n'était pas aussi bien que ça quand il a été livré. Et c'est ce qui cause beaucoup de ce jaunissement. Et vous pouvez aussi voir le jaunissement ici. Ce n'est pas un virus ou quelque chose comme ça. C'est juste une plante qui lutte, une faiblesse de la plante, qui se traduit par des feuilles qui jaunissent. Et nous pouvons voir une version très extrême de cela ici sur un tas de copeaux de bois. Ici, nous avons un exemple extrême de privation de nutriments, de feuilles jaunes et de mauvaise croissance à cause, dans ce cas, du bois. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas de bois dans la zone d'enracinement. Le bois est bien comme paillis de surface, qui est donc au-dessus de l'endroit où les racines descendent dans le sol. Cela n'enlève pas les nutriments lorsqu'il est à la surface.
Mais si le seul endroit où les racines doivent aller est, dans ce cas, un tas de copeaux de bois qui m'ont été donnés en janvier, le chirurgien des arbres l'a déposé ici. Donc, nous sommes maintenant en juin, il y a environ 6 mois. Et vous pouvez voir qu'ils commencent à se décomposer. Ce genre de fumée qui s'en dégage est plutôt une décomposition fongique. Si nous grattons pour voir les racines de cette plante, vous pouvez voir comment, en gros, c'est la même plantation que celle que nous avons vue tout à l'heure. Mais cela montre aussi comment, lorsqu'elles sont vraiment privées de nutriments, il y en a une là, elle est même en fleur, désespérée de faire un fruit et de produire une graine, parce que je pense qu'elle peut sentir qu'elle ne pourra plus pousser. Mais si nous regardons juste, il y a, on dirait, non, ce n'est pas une racine en fait. Voilà. Donc vous voyez, elle a fait quelques racines. En fait, je n'en attends rien. Je l'ai mise ici juste comme démonstration, juste pour voir, et elle a réussi à faire quelques racines. Je suis impressionné, mais les racines ne peuvent pas trouver de la bonté ici, car le bois, en se décomposant, a besoin de beaucoup d'azote, dont la plante a également besoin, et ils sont essentiellement en compétition pour cela, et le résultat est que la plante perd. Donc, cela pourrait être une indication, si vous avez d'une manière ou d'une autre du bois dans votre sol, que vous verriez une croissance plus faible comme celle-ci. Et un autre facteur qui est très intéressant aussi sur la cause d'une croissance légèrement plus faible et des feuilles jaunissantes est ici. Ici, il se passe beaucoup de choses intéressantes également sur le sujet des feuilles jaunes. Je vous montre la différence entre ces plantes de courge. Il y en a en fait 2 ici et ces 2. Et la différence de sol ici n'est pas grande. Même compost, mêmes additions. Mais ici, chaque année, nous le bêchons. Il s'agit donc de comparer le bêchage et le non-bêchage. Donc, le bêchage consiste à enfoncer une fourche de jardin dans le sol jusqu'à sa pleine longueur, environ 25 cm, 10 pouces, et à la laisser desserrer, aérer, comme un bêchage large. Et ce que je remarque généralement, c'est que les plantes ne sont pas tout à fait aussi saines et heureuses après cela. Et ici, ce jaunissement de la feuille, je ne sais pas réellement ce que c'est, ou s'il y a un terme technique pour cela. Ce n'est pas un virus. Parce que si c'était un virus, il serait sur ces plantes. C'est la même graine, les mêmes plantes mises par moi le même jour, à la même heure. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre différence. Sauf que ce sol dans lequel ces 2 plantes poussent, ça a été bêché environ 1 semaine avant qu'elles ne soient plantées, et ceci est sans bêchage, sans perturbation du sol, et le même compost à la surface. Et qu'il n'y a pas d'autres variables en dehors du bêchage, donc cela doit faire quelque chose pour interrompre, je pense, l'approvisionnement en nutriments, peut-être en brisant les réseaux fongiques dans le sol, qui s'associent symbiotiquement avec les racines des plantes pour les aider à trouver des nutriments et de l'humidité. Quelque chose à voir avec ça. On observe le même phénomène sur les haricots. La différence n'est pas énorme. En regardant les haricots au pied, vous penseriez qu'ils ont l'air corrects. Mais en les comparant à ceux non creusés et non dérangés, ces haricots semblent juste un peu plus forts. Donc ceux-ci, je les appelle des essais, ce n'est pas un essai scientifique, juste pour être clair sur ça, ce ne sont que des suggestions et des comparaisons. Vous pourriez faire des choses similaires dans votre jardin pour simplement découvrir. Et vous apprenez en observant comment les plantes poussent, ce qui se passe dans le sol et tout ça, et ce qui pourrait causer les problèmes que vous voyez. Si vous voyez cela et que vous avez l'habitude de bêcher le sol, peut-être que c'est ça. Arrêtez simplement, passez au non-bêchage, cela pourrait résoudre quelques problèmes. Il ne s'agit pas uniquement du sol et des nutriments. Oh, j'ai aussi mentionné en fait les copeaux de bois ici sur le thème de l'endroit où nous étions avant. Et vous pouvez voir sur le chemin ici, j'ai des copeaux de bois dessus et pas beaucoup. Je mets juste un éparpillement, vraiment 1 pouce au maximum, 1 fois par an. Et en descendant, vous pouvez voir qu'il y a un beau sol sombre en dessous. Il se décompose lentement en un beau sol. En surface, il n'interfère pas avec l'apport en nutriments, mais il faut éviter d'en utiliser trop. Cela pourrait encourager l'accumulation de limaces et en réalité peut être nécessaire. La dispersion de la lumière alimente ainsi la vie du sol.
Et nous allons maintenant regarder certaines plantes qui ont du mal à se nourrir, mais pour une raison différente encore. Ici, il y a un peu une histoire de haricots. Et certains semblent pas très splendides, d'autres le sont. Alors pourquoi? Eh bien, il peut y avoir deux facteurs ici, mais l'un est en réalité le froid. Nous avons eu une période de temps très fraîche ces 3 dernières semaines. La première partie de juin ici a été inhabituellement fraîche, souvent assez humide aussi et terne, donc un manque de soleil. Ces plantes, des haricots nains français, ont été plantées vers le 1er juin, juste au début de cette période. Et ils ont besoin de chaleur pour photosynthétiser. Si la température du sol n'est pas assez élevée, quelque chose comme 20 degrés Celsius, presque 70 Fahrenheit, ils ne peuvent tout simplement pas travailler physiquement pour obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour grandir. C'est pourquoi c'est simplement une perte de temps de les semer trop tôt au printemps. Ironiquement, j'en ai semé plus tôt là-haut, et je me sens un peu mal à ce sujet, car je dis toujours aux gens de ne pas les semer trop tôt, mais c'est arrivé ainsi. Je l'ai fait parce que j'essaye toujours des choses, et ils ont été semés en fait le 15 avril et plantés à peu près le 15 mai. Ils ont profité de la belle période de chaleur de fin mai. Et ça les a juste mis en route. Vous savez, c'est un coup de chance et je ne recommande pas de réessayer. Cela montre comment la chance joue parfois un rôle dans l'obtention d'une bonne récolte. En général avec les haricots verts. Et au milieu, il y a aussi du soja que je cultive pour les damam. Et il semble avoir une résistance légèrement supérieure au froid et la capacité de pousser dans des conditions légèrement plus fraîches que les haricots verts, ce qui m'a surpris. Mais vous pouvez voir qu'il a l'air assez vert et sain. Et pour compléter l'histoire des haricots derrière moi, ce sont des fèves. Et le mot haricot est tellement trompeur, je pense, parce qu'il est appliqué à une telle gamme de plantes qui ne sont vraiment pas du tout les mêmes en termes de comment elles poussent particulièrement. Et les fèves tolèrent beaucoup le froid. Ce que je veux dire, c'est que ces haricots, je les ai semés en novembre dernier et ils ont été dans le sol tout au long de l'hiver. Et vous pouvez voir comment ils fructifient maintenant, tous prêts à être cueillis en gros, comparés aux haricots verts, et pareil pour les haricots grimpants. Toutes celles-là sont des plantes d'été qui aiment la chaleur. Soyez clairs sur ces différences. Ici, nous avons une différence liée à la variété. Ce n'est pas exactement pareil que la différence entre fèves et haricots verts dont nous discutions. C'est en fait du céleri ici, que j'ai semé le 12 mars. Nous sommes le 23 juin, donc cela fait presque 3 mois et demi. La récolte approche, mais il y a 2 variétés, Loretta et Victoria, et il se trouve que je n'ai jamais cultivé de Loretta auparavant et je ne savais pas qu'il serait aussi pâle, ressemblant presque à une petite anémie avec sa jaunisse, mais c'est l'une de ces variétés de céleri auto-blanchissant doré que vous n'avez pas besoin de beaucoup traiter ou quoi que ce soit. Et vous obtenez de belles tiges pâles de céleri. Voilà la différence. Si vous n'aviez cultivé que du Loretta et qu'il était jaune comme ça, vous pourriez penser à une pénurie de nutriments dans le sol. Mais non, c'est simplement une caractéristique variétale comparée au Victoria bien plus vert. Ils sont tous les deux bons, je dirais, d'après ce que je vois. Il y a une autre chose qui se passe ici qui est un problème, et c'est que les feuilles sont un peu comme recourbées vers l'intérieur. Et en regardant un peu, pas totalement heureuses d'une certaine manière. Et je pense que ce sont des pucerons qui sont courants au printemps, particulièrement au printemps, car ils doivent arriver avant que leurs prédateurs puissent s'installer. Vous savez, si vous avez les prédateurs en premier, eh bien les prédateurs vont simplement mourir parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Donc, vous devez passer par une phase où vous avez des coccinelles avant les coccinelles. Dans ce cas, j'en vois pas mal ici, et les larves de coccinelles. Je ne suis pas inquiet concernant les pucerons, mais ils ont probablement causé quelques dégâts. Ils aspirent simplement la sève. On dirait que c'est pire sur le Loretta, pour une raison quelconque, que sur le Victoria. C'est aussi une chose qui arrive. Certaines variétés sont plus vulnérables que d'autres.
Je peux montrer ici une feuille jaune, c'est classique. Les feuilles inférieures deviennent jaunes. Il n'y a rien à craindre, c'est tout à fait normal. À mesure que les plantes grandissent et vieillissent, les feuilles inférieures deviennent jaunes. En général, j'aime traverser les plantes et les enlever. Et je vais vous montrer cela sur du brocoli ici. Les pucerons d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, car il y a plus à dire sur les pucerons et si vous devez vous en préoccuper ou non, et ce que vous pouvez faire. Ici, je voulais juste terminer la section sur les feuilles jaunes en vous montrant celle-ci. Donc nous avons de beaux pieds de brocoli, par ailleurs sains. Et les feuilles inférieures, en vieillissant, ne sont plus utiles à la plante. La plante s'arrête, la feuille cesse en quelque sorte de fonctionner, et elle se décompose et devient jaune. C'est tout. Ce n'est rien à craindre. Vous pouvez le voir sur cette feuille ici aussi, où c'est le stade précoce du vieillissement en gros. Les vieilles feuilles deviennent jaunes, mais elles commencent juste à perdre un peu de leur belle fraîcheur verte. Vous savez, si vous comparez cette couleur à celle-ci, disons, vous pouvez voir des touches de violet apparaître. Vous savez, ce n'est pas un manque de nutriments ou quoi que ce soit, c'est simplement un peu de vieillesse, hélas. Et en fait, j'enlève des feuilles comme celle-ci pour le tas de compost, parce que si vous les laissez finir, elles deviendront jaune vif, tomberont par terre et commenceront à se décomposer. C'est de la nourriture pour les limaces. C'est ainsi que fonctionne la nature. Alors, plutôt que de laisser cela se produire, parce que je ne veux pas trop de limaces ici, elles peuvent être assez nuisibles dans notre situation, le climat et tout. Donc, elles sont mieux sur le tas de compost. Et il se passe une autre chose ici, ce sont les feuilles dentelées. Ce sont des pigeons, des oiseaux, ils sont un classique. Ils aiment tout ce qui est choux, brassicas, les plantes, et ils laissent les veines. Et vous pouvez voir comment ils grignotent un peu partout. Si vous voyez la partie centrale de la feuille disparaître, vous saurez que ce sont des pigeons. La raison pour laquelle je n'en suis pas trop inquiété, je pourrais mettre une sorte de filet par-dessus et simplement les éloigner ou un grillage, mais c'est parce que j'ai beaucoup de brocolis en fait, et j'en ai autant que j'en ai besoin. Et donc, je peux supporter un peu de dégâts causés par les pigeons, et nous coexistons tous heureusement pour le moment. En plein été, la végétation prolifère. Si c'était l'hiver, je serais plus inquiet car la croissance est faible en cette saison. Je ferai une protection contre les pigeons à cette période, car les plantes ne peuvent pas s'en remettre rapidement. En ce moment, elles ne font que produire de nouvelles feuilles. Et c'est un peu la même histoire ici, en fait, où ce sont des haricots grimpants qui essaient juste d'atteindre le bâton. Ils ont eu du mal à cause du froid. C'est pourquoi, encore une fois, certaines des feuilles inférieures ou plus anciennes ont un aspect un peu fragile. Ne vous inquiétez pas, si vous retirez celle-là et observez la nouvelle croissance, vous verrez qu'elle va bien. Mais ce qui s'est passé ici, pour être précis, et j'étais un peu inquiet quand je l'ai vu il y a environ 2 semaines, un lapin, encore à l'extrémité de la croissance, la partie qui essayait de grimper le poteau. Et je n'ai encore rien fait parce qu'il y a beaucoup de haricots ici. Pas tant de lapins, je ne pense pas. Et je sais qu'elles vont se rétablir et c'est ce qu'elles font. Elles font de nouvelles pousses sortant de la plante. Donc celles-ci, lorsqu'elles deviennent un peu plus longues, je les guide simplement un peu comme ça et elles vont maintenant se hausser. Nous aurons une semaine chaude avec des températures prévues de 25 degrés Celsius, 77 Fahrenheit. Donc je pense qu'en une semaine, celles-ci auront juste l'air si différentes. Donc c'est vraiment tout bon. Et nous pourrions maintenant passer à un exemple fascinant sur la croissance du blé qui illustre davantage de concepts. Pour mettre en contexte ce qui se passe ici, c'était mon semis dans les serres. Il avait 3 mois et nous l'avons déplacé ici. Le fumier de cheval, encore chaud sans être brûlant. J'ai mis environ 6 pouces, 15 cm de compost fait maison sur le dessus et j'ai planté ces plantes qui aiment surtout la chaleur dans le compost. Et mon idée est que la chaleur du fumier de cheval encore en fermentation, au fond, réchauffe un peu les racines et les aide à pousser. Et vous pouvez voir les résultats de cette méthode plus tard dans la saison sur une vidéo précédente que j'ai mise en ligne l'automne dernier. Mais ce qui s'est passé ici, depuis que ces plantes ont été plantées il y a environ 3 semaines, nous avons eu du froid la première partie de juin de cette année et pas mal de vent. Et comme ce sont des plantes qui aiment la chaleur, elles n'ont pas été heureuses.
Et vous pouvez le voir à partir de la croissance, mais je veux vous montrer cela pour vous rassurer un peu. Comme cette aubergine ici, par exemple, elle s'appelle Ping Tung Long. C'est une aubergine de Thaïlande. Je pense probablement qu'elle est assez habituée au climat de la Thaïlande, qui est beaucoup plus chaud qu'ici. Donc les feuilles du bas ne sont pas en bon état. Et en fait, ce que je fais quand je vois des feuilles comme ça, un peu comme je vous le montrais sur le brocoli tout à l'heure, c'est simplement de les enlever parce qu'elles n'aident plus la plante. C'est plutôt agréable pour un jardinier de voir soudainement, et bien qu'en fait la nouvelle croissance a l'air plutôt bonne. On peut aussi le constater sur d'autres plantes comme le poivron. En enlevant les feuilles inférieures qui ont souffert des mauvaises conditions et du choc de transplantation, on aide la plante à se rétablir. Les plantes étaient de bonne taille lors de la plantation. Ce sont toutes des plantes qui apprécient la chaleur, comme le poivron et la tomate. Et oui, nous avons ici maintenant un poivron qui semble raisonnable. Il a traversé cette période difficile, mais ce n'était pas quelque chose de terminal. J'avais prévu de mettre une cloche sur ceci, et je n'ai jamais eu le temps de m'y mettre. C'est la raison de la présence de ces cerceaux, que nous n'avons finalement pas utilisés. Et cela aurait aidé, mais voilà. Maintenant, je ne vais pas faire de protection parce que nous sommes fin juin et le temps se réchauffe. Donc je pense que nous allons obtenir une récolte ici. Elle sera probablement plus petite que l'an passé. Nous n'obtiendrons cependant pas de récolte de melon. Regardez-moi ça, le pauvre vieux melon. Il est juste pourri sur la tige à la base. Et j'en ai mis un à chaque coin et il y a juste une des plantes qui semble pouvoir faire quelque chose. Mais les melons sont des plantes qui aiment beaucoup la chaleur. Donc si ce genre de choses se produit, cela pourrait bien être lié au temps. Le basilic, de même, n'aime pas avoir beaucoup d'humidité sur ses feuilles, et cela peut causer ce genre de choses avec des taches brunes. Et donc, encore une fois, si vous les enlevez, la plupart des nouvelles pousses, pas encore toutes, ça commence juste à se réchauffer maintenant, et vous pouvez voir que ça commence déjà à avoir meilleure allure. Donc c'est juste du basilic Genovese doux. Et en comparaison avec les aubergines ici, nous avons une variété différente appelée Slim Jim, qui est une variété d'aubergine plus tolérante au froid. Enlevez une feuille inférieure et elle a principalement une croissance assez forte en fait, c'est bien. Les tomates supportent plus de froid que les aubergines et les poivrons. Alors celle-ci s'appelle Primabella. Elle a également une certaine tolérance à la brûlure et elle a été un peu malmenée par le vent et les conditions et elle n'a pas vraiment démarré. Je vais l'enlever. Cette première grappe me semble prendre trop d'énergie à la plante qui vient tout juste de s'établir et de grandir. Je vais la faire pousser en cordon avec des pousses latérales. Nous avons une belle pousse latérale forte qui deviendra le leader principal montant et je mettrai un piquet pour la soutenir. Il se passe beaucoup de choses ici avec de nombreuses histoires à partager. Et pour finir sur les feuilles qui jaunissent, je veux juste vous montrer quelques variétés différentes de courgettes, certaines avec des feuilles jaunes et d'autres non. Ces deux plants de courgettes ont l'air si différents. Si c'était la seule dans votre jardin, vous pourriez penser « Qu'est-ce qui cloche avec ma courgette ?» Ces feuilles jaunes vives. Et c'est une variété de courgettes jaunes, c'est tout ce que c'est. Et elles ont bien cette jaunisse sur leurs feuilles. Et vous pouvez voir les légumes ici. De belles courgettes jaunes en développement. En fait, il y en a une prête à être cueillie. Je préfère généralement les cueillir lorsque leurs petites fleurs commencent à mourir et à tomber. Et en comparaison ici, nous avons une courgette verte. Ces plantes ont donc été semées exactement au même moment, dans les mêmes conditions. La seule différence est une variété jaune et une variété verte. Et de beaux légumes sur les deux. Leur goût est assez similaire, je pense. C'est plutôt l'apparence. Et en général, la différence de taille reflète le fait que vous avez tendance à obtenir moins de courgettes jaunes que de courgettes vertes. C'est pourquoi j'ai cultivé principalement des vertes et une seule jaune. Je préfère le vert dans l'ensemble. Et maintenant, en termes de problème, ce n'est pas un problème, je suis heureux de le dire, mais c'est juste pour clarifier. Et d'une certaine manière, il y a toujours des nuisibles, nous verrons un peu plus les nuisibles, et nous allons examiner les pucerons et dans quelle mesure ils sont un problème, ou peut-être pas autant qu'on pourrait le craindre.